Monsieur Moda, rappelez-vous que c'était des jeunes. Bien sûr. Lorsqu'ils se sont levés cette matinée-là, ils étaient loin d'imaginer que c'était leur dernier jour de vie. Ils avaient un seul but, sortir dans les rues et clamer leur ras le bol. Les difficultés qu'ils connaissent, c'était ça l'objectif. Il n'était nullement question, nullement, de faire la guerre à qui que ce soit. Mais on a coulé leur sang. Monsieur le commissaire, de vous à moi, vous êtes un stratège. Il y a des choses que vous connaissez que moi je ne connais pas en réalité. Est-ce que vous pensez que la posture aujourd'hui du président Siroma n'est pas difficile? Est-ce qu'il peut toujours continuer à appeler à la désobéissance civile, appeler presque, il appelle, on va dire, à la révolte, mais il n'appelle pas à la rébellion? Est-ce que cette posture est tenable de l'endroit où il se trouve aujourd'hui? On peut aujourd'hui même, dans cette bataille contre le régime, nous pouvons mettre M. Issa Chiroma de côté. Donc, en fait, vous pensez que le peuple camerounais peut se passer de Issa Chiroma? Oui, en fait, prendre son destin en main, c'est ça? Son destin en main. C'est une affaire de détermination. Et il faut préparer la jeunesse à ça. Le combat entre le peuple camerounais et ce régime aura lieu. Il est inévitable. Parce que ce régime ne peut pas changer, M. Modo. Mbongo, quand le père de Vondoyo décède, c'est Mbongo qui achète le cercueil. Donc, en réalité, déjà avant que le père ne meure, le père a dit que ce fils ne doit jamais voir son corps. Monsieur le commissaire, c'est certainement la solidarité, je dis que entre des partiseurs maudits, parce que là, quand même, on a l'impression que le régime du patriarche partant, excusez-moi, pas le patriarche, de M. Biya, je vais dire que c'est un régime fait de maudits. Comment vous dites encore là? Mais monsieur Moda, c'est tout ça, c'est tout le paradoxe. Vous vous rendez compte donc que voilà des gens maudits autour de M. Biya, qui gère le Cameroun. Qu'est-ce qui peut sortir de bon autour de ce conglomérat des personnes maudites? Bonjour, bienvenue dans le fauteuil rouge avec le commissaire Albert Léopold Ebene. Commissaire, bonjour. Bonjour, monsieur Moda. Aujourd'hui, le Cameroun est en deuil. Cette journée, c'est une journée de célébration des martyrs. Les martyrs de la démocratie devront nous dire. Monsieur le commissaire, nous remarquons que le mot d'ordre du président Chiroma a été respecté. D'ailleurs, en image, on peut voir le respect ces villes mortes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, monsieur Moda, merci. Il faut le dire ainsi, les villes mortes, tout au moins le mot d'ordre du président Issa Chiroma, président élu de la République du Cameroun, a été respecté presque dans tout l'étendue du territoire. Les villes mortes ont été respectées dans presque tout l'étendue du territoire. Le mot d'ordre était également, pour tous les Camerounais, de respecter 1 minute de silence. Monsieur le commissaire, est-ce que vous êtes partant pour qu'on respecte cette minute-là? Entièrement partant, monsieur Moda. Monsieur le commissaire, 1 minute de silence pour célébrer ces martyrs. Est-ce qu'on n'a pas peur que ces gens soient tombés pour rien? Quelle est la suite à donner à tout ça? Monsieur Moda, la suite, elle doit concerner tous les Camerounais. La suite à donner, monsieur Moda. Vous savez, des gens pensent que nous devons tout attendre de monsieur Issa Chiroma. Les mots d'ordre, la manière de lutter et les stratégies à développer sur le terrain. Non, monsieur Moda. Si nous partons du fait que M. Issa Chiroma, qu'on a élu, n'est qu'un humain, il peut se coucher aujourd'hui, bien sûr, et ne plus se réveiller le lendemain. Bien sûr. Allons-nous laisser donc la lutte parce que M. Issa Chiroma a disparu? Moi, je ne pense pas. D'ailleurs, avant que M. Issa Chiroma ne soit candidat à l'élection présidentielle, n'oubliez pas que nous étions déjà dans cette lutte. J'allais en venir, monsieur le commissaire. Effectivement, bien avant que le phénomène Issa Chiroma, on va dire, ne fasse jour, vous étiez déjà en première ligne pour le combat. Parce qu'il y a 10 mois, à rebours, vous avez commencé à dénoncer toutes les exactions de ce régime et appeler à sa chute. Donc Issa Chiroma n'est venu que s'agréger à un combat que vous avez lancé, un combat d'avant-garde, monsieur le commissaire. Effectivement, monsieur Moda. Et c'est dans cette voie-là qu'il faut orienter les Camerounais. Les Camerounais de l'extérieur et les Camerounais de l'intérieur. Monsieur Moda, chaque Camerounais, où il se trouve, qui veut changer sa vie, qui veut donner un espoir à l'avenir de ses enfants, doit se mettre en posture de lutte contre ce régime. Ce n'est pas un jeu. On peut neutraliser M. Issa Chiroma demain. On peut l'empêcher de se mouvoir. Ça peut arriver. Il peut être en position aussi. Comme nous avons dit, c'est un humain. Mais nous devons nous préparer à libérer notre pays.
Monsieur le commissaire, vous dites que nous devons nous préparer à libérer le pays. Vous parlez en fait du peuple camerounais. Donc pour vous, si on comprend bien, le Camerounais, en chaque Camerounais, sommeille un combattant qui doit se réveiller et décider de son destin. C'est ce que vous voulez dire? Oui, monsieur Moda. Nous parlons là du combat pour la liberté du peuple camerounais. Ne l'oubliez pas, le Cameroun, certainement avec l'Algérie, sont les seuls pays qui ont lutté pour leur indépendance. Mais où est parti ce fighting spirit? Parce qu'en réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pire que la colonisation, la période coloniale. Le régime Biya est un clan qui s'est installé au pouvoir, qui contrôle tous les leviers du pouvoir, qui capte toutes les richesses du pays à leur profit et à leur compte. C'est un régime qui a muselé le peuple. Nous vivons dans une tyrannie. Monsieur le commissaire, nous vivons dans une tyrannie, dites-vous. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer. Ces villes mortes qu'on a vues, là on voit des magasins fermés. Mais ces gens qui ferment le magasin, en fait, c'est un manque à gagner énorme pour eux. Est-ce qu'on peut continuer à amener le peuple, à amener ces gens, on va dire, à se priver de ce qui leur rapporte, on va dire, leur pécune quotidien? Est-ce qu'on peut continuer cette logique-là? Est-ce qu'il y a pas une autre forme de résistance plus efficace que les villes mortes? Monsieur Moda, comme je l'ai dit, la bataille contre le régime d'IA, qui affame les populations. Ne l'oubliez pas que les Camerounais souffrent. Il n'y a pas d'eau au Cameroun. Bien sûr. Les robinets dans la capitale, Yaoundé, sont à sec depuis une dizaine de jours, apparemment. L'électricité, on dirait, sont devenus des clignotants de véhicules. Ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Et je ne pense pas, je peux vous dire avec certitude que je ne pense pas que si nous étions restés même avec les colons à la peau blanche, on serait dans cet état. En réalité, nous avons reculé de près de 30 ans avec ce régime. Alors, quand nous parlons de boutiques fermées, Monsieur Moda, c'est une affaire de sacrifice. Ce sacrifice peut être fait par les villes mortes. Ce sacrifice peut se faire par la désobéissance civile sous d'autres formes. Ce sacrifice peut se faire par des luttes. Les luttes, nous parlons de luttes, même jusqu'à la lutte armée. D'ailleurs, j'allais revenir. Si vous évoquez le cas de la lutte armée, donc pour vous, en réalité, la libération du Cameroun ne peut se faire sans que de l'hémoglobine soit versée? Monsieur Moda, nous avons déjà l'hémoglobine qui est versée. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la mort de nos martyrs. Bien sûr. Monsieur Moda, rappelez-vous que c'était des jeunes. Lorsqu'ils se sont levés cette matinée-là, ils étaient loin d'imaginer que c'était leur dernier jour de vie. Ils avaient un seul but, sortir dans les rues et clamer leur ras le bol, les difficultés qu'ils connaissent. C'était ça l'objectif. Il n'était nullement question, nullement de faire la guerre à qui que ce soit. Mais on a coulé leur sang. Monsieur le commissaire, deux à moi, vous êtes un stratège. Il y a des choses que vous connaissez que moi je ne connais pas en réalité. Est-ce que vous pensez que la posture aujourd'hui du président Stiroma n'est pas difficile? Est-ce qu'il peut toujours continuer à appeler à la désobéissance civile, appeler presque, il appelle, on va dire, à la révolte, mais il n'appelle pas à la rébellion? Est-ce que cette posture est tenable de l'endroit où il se trouve aujourd'hui? Monsieur Chiruma, nous pensons que Monsieur Chiruma est un homme politique dans le sens où il doit rester, il a sollicité le suffrage des urnes, le peuple lui a accordé ce suffrage et sa victoire a été volée. Et on l'a en plus de cela contraint en exil. Donc si on vous comprend bien, le président Issa Chiroma ne doit pas endosser la posture d'un chef rebelle, d'un homme de guerre. Nous pensons que c'est les populations. Monsieur Issa Chiroma a été le cheval de Troie du peuple. On lui a dit, il est arrivé à une période où le peuple voulait le changement. Le peuple veut le changement. Et le peuple a dit à ce régime que nous n'en voulons plus, nous n'avons pas besoin de vous, nous ne voulons pas de vous. Et Issa Chiroma a coché les cases qui ont permis à ce que le peuple se dise, faisons-lui confiance. On peut aujourd'hui même, dans cette bataille contre le régime, nous pouvons mettre M. Issa Chiroma de côté. Donc, en fait, vous pensez que le peuple camerounais peut se passer de Issa Chiroma? Oui, en fait, prendre son destin en main, c'est ça? Son destin en main. C'est une affaire de détermination. Et il faut préparer la jeunesse à ça. Le combat peut ne pas être aujourd'hui. Mais ce combat aura lieu. Il doit s'installer dans la durée. Le combat entre le peuple camerounais et ce régime aura lieu. Il est inévitable.
Parce que ce régime ne peut pas changer, M. Moda. Monsieur le commissaire, ce régime, dites-vous, ne peut pas changer. On le voit d'ailleurs. Parce que pendant ce temps, il y a des actions qui continuent à être menées, il y a des nominations qui sont faites, il y a des actions qui sont menées, la nationalisation, on va dire néoconstruction. Mais il y a quand même une action particulière qui a été menée tout récemment. C'est la nomination. D'ailleurs, on revient. Le régime avait dit que ce septennat, c'était le septennat des jeunes et des femmes. Et là, on vient de voir nommer une femme à un poste très élevé. Vous en savez plus que moi. De quoi s'agit-il? Oui, M. Moda, le régime vient de nommer le procureur général auprès de la Cour suprême du Cameroun. C'est une dame. C'est vrai que nous considérons que ces nominations ne tiennent pas parce que c'est un régime illégal. Bon, la symbolique, c'est que il n'y a pas longtemps, le procureur général est décédé. Il était originaire de la Léquié, le procureur Ndjodo. Il est décédé. Votre région d'origine également. Oui. C'est pour ça que ça fait beaucoup couler d'encre. Cette nomination fait beaucoup couler d'encre. Parce qu'en réalité, le régime a habitué les populations au partage du gâteau. Ça veut dire que poste pour poste, personne pour personne, région par région, on vous donne votre gâteau et vous vous contentez de ça. Si la personne n'est plus là, on la remplace et ainsi de suite. Mais sauf que M. Ndjodo, qui était sur le plan protocolaire, c'est presque un vice-premier ministre. Étant décédé, on a nommé une dame originaire d'un autre département. Lequel département? Je crois dans tous les cas, c'est du centre. C'est du centre, mais je ne peux pas vous dire avec exactitude parce que certains vous disent d'Union Esso, d'autres vous disent d'Union Infumo, ainsi de suite. Ce qui est certain, c'est qu'on a nommé une personne originaire d'un département affidé au régime. Voilà, affidé au régime, effectivement. Alors, des gens parlent. Et puis, des gens s'interrogent sur le nombre de décès même des personnalités de la Léquié. Moi, je peux vous dire, parce que ça inquiète. Avant M. Ndjodo, c'est le maire d'Obala, ainsi de suite. Parce que les personnalités de la Léquié tombent vraiment comme des mouches ces derniers temps. Moi, en fait, quand je vois tout ça, je me pose la question de savoir si ces gens se rendent compte que la Léquié, en réalité, n'a jamais été un département aussi valeureux. Tout au moins, les personnes de la Léquié elles ne sont pas prises au sérieux. Elles ne sont pas prises au sérieux. Ce d'autant plus qu'il y a le sang de Martinez Zogo. Les gens ne se rendent pas compte à quel niveau la mort de Martinez Zogo a créé quelque chose, un électrochoc, non seulement au Cameroun, mais dans son département d'origine, la Léquié. La Léquié, on vous dit, en réalité, si on vous écoute, le sang de Martinez Zogo n'a pas été encore résorbé par le sol de la Léquié. Oui, parce que Martinez Zogo, son décès, tout au moins sa mort, le sort qui lui a été réservé, c'est même un sort rituel. C'est un sort rituel. Tel que Martinez Zogo a été tué, il a été tué dans des conditions du régime, voulu par le régime sataniste, pour un rituel bien défini. Et c'est la Léquié qui emporte le prix. Et c'est pour ça que si les personnalités de la Léquié, les gens, tout au moins, l'élite de la Léquié ne se posent pas de bonnes questions pour faire un certain nombre de choses, mais ils en payeront le prix, et un lourd prix. Il ne faut pas se tromper là-dessus. C'est pour ça que quand nous disions à Biya que s'il met ses pieds à la Léquié, s'il met ses pieds à Monatélé, il n'en reviendrait pas. Vous l'avez dit comme ça, vous avez dit. Il n'en reviendrait pas vivant. Il n'est pas allé. Il n'est pas allé. Parce que nous connaissons. Et Biya connaît le rituel qui a été fait sur Martinez Zogo. Donc, l'élite de la Léquié tombe comme des mouches, à raison. Monsieur le commissaire, il n'y a pas que cette nomination-là. On a vu tout récemment un illustre invité venir rencontrer le patriarche. On peut dire le patriarche? Non, M. Biya n'est pas patriarche. Okay, très bien. Évitez les usurpations, M. Moda. Excusez-moi, monsieur le commissaire, excusez-moi. Donc, on a vu un illustre invité, à la personne du vice-président de la Guinée équatoriale, être reçu, on va dire, à l'Élysée, pas à l'Élysée, à Etoudi. Il a été reçu à Etoudi. On a vu le président lui offrir un cadeau. Mais vous, pour vous, en fait, ce cadeau, en fait, c'est une farce. Parce qu'en fait, le véritable cadeau, il l'a reçu ailleurs. Dites-nous un peu. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est venu? Monsieur Moda, il faut que les Camerounais le comprennent. Nous sommes là pour les éclairer. Hein. Rien ne se passera plus comme avant. Nous allons vous dire tout pour que vous sachiez comment fonctionne votre pays. Monsieur Moda, vous vous souvenez que M. Biya était à Maroua. Bien sûr. Et que l'avion qui l'a transporté à Maroua, il y est toujours jusqu'à présent parce que l'aile a heurté un arbre. Il n'était pas le bienvenu. Je crois que l'avion est encore garé à l'aéroport de Salak. Ah, bien dit. Effectivement, il a été contraint de passer la nuit. Et chose exceptionnelle, il faut le dire. Oui. Et même que quand il passait la nuit, bon, beaucoup de choses se sont passées. Oui. Bon, pour qu'il parte de Maroua le lendemain, vous savez quel avion est venu le chercher? Non. L'avion est venu de la Guinée équatoriale, envoyé par
son homologue, parce qu'à l'époque, il était encore président, donc M. Biya était encore président, son homologue au Biangema, et c'est cet avion qu'il a transporté, lui, sa femme et sa délégation pour Yaoundé. Alors, vous voyez que le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorine, qui est le fils de l'autre, est venu à Yaoundé. Et je vous avais toujours dit que la SNH que vous voyez là est la caisse noire de M. Biya, de la famille de Biya. Vous comprenez que, étant venu à Yaoundé, reçu par M. Biya, il a fait un tour à la SNH. Vous voulez savoir pourquoi? Vous allez nous le dire, commissaire. Bon, il fallait bien qu'on lui décaisse quelque chose. Normalement, quand on va à la caisse, c'est pas pour la prendre des caisse bonbons. noire, ok. Qu'on lui décaisse quelque chose par rapport à ce service rendu. Bon, ça c'est un premier pan. Le deuxième pan de ce déplacement, qui nous a aussi paru étrange, est ce souhait parce que le vice-président de la Guinée équatoriale a pris la parole en invitant les hommes d'affaires camerounais d'aller investir en Guinée équatoriale. Mais des paroles comme celle-là ne doivent pas se tenir devant la SNH. Parce que la SNH, c'est la caisse noire de la présidente de la République du Cameroun, de Paul Biya et sa famille. Ça devrait se faire devant les hommes d'affaires. Le GICAM. Ok, le GICAM. Mais ça n'a pas été fait. C'était devant la SNH. Certainement, avec ce qui peut arriver dans les jours, les années à venir, donc la perte de pouvoir de Biya. Bon, certainement, on invite la caisse noire de la présidence à aller s'installer en Guinée équatoriale pour faire des affaires. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Parce que ça ne se comprend pas que le président équato-guinéen, oui, arrive, tout au moins le vice-président. Il sera président à coup sûr. Oui, oui, oui. Bon, ce que je voudrais dire au président Obiangema, je vais le lui dire en espagnol d'abord et je vais faire la traduction en français. Merci, monsieur le commissaire. Nous ne sommes pas polyglottes comme vous. Oui, oui, oui. Señor Presidente Obiangema Mbazo, es la verdad lo que quiero decir ahora, que el trabajo, ¿cómo voy a decirlo? Ninguna persona en el mundo no puede faltar respeto a tu trabajo en Guinea Ecuatorial. Personne au monde ne peut manquer de respect au travail que vous avez fait en Guinée équatoriale. Hay en Guinea Ecuatorial aeropuertos, calles, puertos y muchas cosas que es tu trabajo. Il y a en Guinée équatoriale des aéroports, des routes, ainsi de suite. Des infrastructures très modernes, bien sûr. Alors, je vais terminer en disant ceci. Algunos árboles que caen en el bosque arrastran a otros consigo. Ça veut dire que certains arbres qui tombent en forêt entraînent les autres dans leur chute. C'est pour dire en clair que cette relation avec M. Biya, qui va à coup sûr tomber, peut entraîner des dégâts collatéraux. Monsieur le commissaire, cette relation qu'il entretient avec Biya peut à coup sûr également entraîner sa chute de manière inéluctable. Il y a un fait dont on aimerait également évoquer. D'ailleurs, je fais une diversion pour ceux qui ne savent pas, la Guinée équatoriale, c'est l'un des pays par lequel vous avez transité pour venir ici et vous avez de très très bonnes relations en Guinée équatoriale, des amis avec lesquels vous étiez à l'école de police. Ça, c'est pour le dire. Et ça explique pourquoi vous parlez bien cette langue espagnole. Monsieur le commissaire, dites-nous, aujourd'hui, il se pose quand même une question. Vous avez évoqué tout à l'heure cette tension entre ces gens du gouvernement qui ont des difficultés à se partager le butin du hold-up électoral. Des tensions sont perceptibles entre ces deux camps, en réalité. Dites-nous, est-ce que le régime, notamment le RDPC, n'est pas en train de préparer son implosion? Nous voulons dire aux Camerounais que le RDPC, c'est un parti du passé. Parti du passé.
ce qu'ils sont même en train de faire aujourd'hui, la chasse aux militants du FNSC, est fait à dessein. Cette chasse va se poursuivre avec d'autres partis. Parce qu'elle croit, l'ORDPC croit qu'en persécutant tous les partis populaires, En les neutralisant. En provoquant même leur dissolution, parce qu'ils vont aller plus loin. Vous l'avez dit, ça ce sont les choses que vous aviez dit il y a quelques mois à rebours. Hein. Oui, effectivement. Qu'elle peut réussir éventuellement avec d'autres partis alliés. Oui, des partis satellites. Satellites, parce que ne l'oubliez pas, lorsqu'on pourchasse le FNSC, par exemple dans le Grand Nord, c'est pour qu'un autre parti qui est en difficulté et qui est certainement vive. Alors, M. Mouda, le RDPC va mourir. Et il va mourir avec tous ceux qui ont porté ces idéaux.